Salut à tous, bienvenue dans le 43e numéro du podcast Hors-Jeu Capital. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour parler du Paris Saint-Germain. Et cette fois, cette semaine, on va parler un peu de terrain, un peu de sportif, parce qu'il y a eu un match amical hier, comme vous avez pu le voir, le match amical contre le Havre. Donc on va y revenir dans le podcast. Mais d'abord, je vais vous présenter mon équipe. C'est simple, c'est la même que la semaine dernière. On va commencer avec toi, Clément. Ça va, Clément? Salut Hugo, ça va, écoute, je reviens du boulot, mais je suis Monsieur content de Clément parler, Perranda, qui a encore la chemise un peu ouverte. Il je revient suis du content de boulot. parler, content de parler ballon avec vous, ça fait plaisir. C'est Enfin. ça. Bon, on a parlé beaucoup d'extra sportifs dans les dernières semaines, derniers mois, et là, on va enfin parler un peu de terrain. Yacine Amned également qui est avec nous. Comment ça va, Yass? Salut à tous, ça va, merci, ça va. Content d'avoir retrouvé un peu de football, un peu de plaisir, un peu de terrain, un peu de ballon. Ouais, on avait envie de voir où ils en étaient, on a vu. On va y revenir largement. Et enfin, pour terminer la bande, Mousse, comment ça va, Mousse? Ça va très bien. Et vous? Ah ben, écoute, impeccable. Toute l'équipe de Paris United est réunie, donc je vais pouvoir vous dresser le sommaire de ce podcast, ce 43e numéro du podcast Hors-Jeu Capital. On reviendra évidemment en première partie sur le débrief du match amical hier qui a eu lieu entre le Havre et le Paris Saint-Germain. Victoire facile, 9 buts à 0. On reviendra sur les choix de Thomas Tuchel et les enseignements de ce match. Il y en a quand même quelques-uns. Et on terminera en deuxième partie du podcast sur le tirage des futurs quarts de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain qui a tiré l'Atalanta pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Donc on en parlera, on verra, on évoquera le débat. Est-ce que le Paris Saint-Germain est favori? Ça a beaucoup alimenté la tuitosphère. On aura l'occasion d'y revenir dans la deuxième partie du podcast. Mais on va donc commencer, comme je le disais, par la victoire hier du Paris Saint-Germain dans son retour à la compétition. Victoire facile, une promenade de santé, 9 buts à 0 contre les pensionnaires de Ligue 2 Le Havre, donc dans le stade Océane du Havre, où 4980 spectateurs à peu près étaient présents dans les tribunes. Une première pour une équipe des 5 grands championnats européens depuis la crise sanitaire. Et donc le PSG s'est baladé en affligeant la lourde défaite de 9 buts à 0. Pour sa compo de départ, Thomas Tuchel avait aligné un 4-4-2, la compo qu'avait privilégié l'entraîneur allemand avant la crise sanitaire. Déjà, un premier tour comme ça, le Paris Saint-Germain a mis une pluie de buts, une forme physique, un état d'esprit intéressant, pas de blessures. Mousse, on peut dire que le PSG a réussi sa rentrée sur les terrains. Ouais, c'est ça, c'est un premier match amical après une longue coupure. Bon, déjà, c'était cool de voir du public. Et d'ailleurs, on peut nourrir quelques regrets quant à l'arrêt de la Ligue 1 quand on a vu que, après autant de temps de pause, on a retrouvé un Paris Saint-Germain, moi je trouve assez frais physiquement. Donc, encore une fois, on peut nourrir des regrets. Je pense qu'on aurait dû reprendre la fin de la compétition et on aurait pu assister à de beaux matchs. Et hier, c'était quand même un bon match de reprise. Il y a un peu de conclusions à en tirer, mais en tout cas, là où c'est rassurant, c'est qu'on a vu des joueurs prêts physiquement. Moi, honnêtement, je pensais que. Alors, je ne savais pas qu'il allait faire deux équipes. On l'a su juste avant le match. Donc, je me suis dit qu'en deuxième partie, en deuxième mi-temps, je me suis dit l'équipe, elle allait souffrir. Mais bon, comme il a quasiment changé, je crois qu'il n'y a que Baker qui était resté en deuxième mi-temps avant de sortir. Donc, en tout cas, ils ont fait une mi-temps chacun et physiquement, ils étaient plutôt aptes, même si en face, le Havre, c'était un peu compliqué pour eux. Mais moi, je trouve que c'est déjà une bonne nouvelle. Après une longue absence, c'est plutôt rassurant. Toi aussi, Clément, rassuré par le match de reprise des Parisiens hier? Je vais essayer de ne pas spoiler la deuxième partie, mais moi, tout ce que je prévisionne, c'est par rapport à Bergame. Et c'est dur, après un match contre le Havre, où il n'y avait pas très peu d'intensité et très peu d'opposition, de tirer les leçons. Donc, si on s'en fie au match lui-même, oui, on a vu un esprit, un état d'esprit qui était présent. Ça, c'est indéniable. Tout ce qui est physique, athlétique, etc., j'aurais du mal à me prononcer. On a vu des automatismes aussi qui n'avaient pas disparu. On pense notamment à Di Maria qui continue à régaler ses coéquipiers devant. Voilà, Neymar et Mbappé qui se cherchent. Derrière, voilà, on sent que le trio Kerrer, Marquinhos, Kimpembe, voilà, est présent et déjà assez en jambes. Là-dessus, c'est plutôt positif. Voilà, j'ai du mal à m'en jouer plus que ça parce qu'en plus, il a changé l'équipe à la mi-temps. Donc c'est pas trop où ils en sont physiquement exactement sur une durée d'1 heure et demie. Mais globalement, évidemment, c'est positif et on a vu surtout un bon état d'esprit. C'est ce qu'il faut retenir, je pense. Yacine, on va commencer directement. Je vais te lancer sur le débrief du match en lui-même. Donc, on a vu le Paris Saint-Germain aligné dans un 4-4-2. Comme je disais, la compo privilégiée par Thomas Tuchel depuis novembre, décembre. On a vu un duo Mauro-Icardi, Kylian Mbappé. On a vu Di Maria, Neymar sur les côtés. Un duo milieu de terrain de récupérateurs qui a été intéressant, Leandro Paredes et Ander Herrera qu'on a revu jouer au football. C'est quand même intéressant.
Dans les buts, Keylor Navas. Et donc en défense, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe, Marquinhos et Michel Bakker. On a vu une première mi-temps, avant de passer à la deuxième, on va déjà débriefer la première, très plaisante, avec beaucoup d'intensité, hein, étonnamment. Il y avait déjà 5-0 à la mi-temps, donc c'est une première quand même période pour les automatismes, pour la reprise de la condition physique, c'était quand même assez intéressant. Parce qu'on a vu les autres championnats quand ça a repris, ça a mis aussi un peu de temps, donc c'était intéressant de voir au moins ça en première période. Alors, déjà, il y avait une différence parce que on reprend dans un autre contexte. Paris a eu plus d'arrêts, mais a eu plus de périodes d'entraînement réellement collectif. Donc, c'est différent par rapport aux autres. Moi, ce que j'ai vu déjà, c'est des joueurs en fait qui avaient envie de jouer au foot, déjà, de courir, de jouer, voilà. Je pense que ça leur a vraiment manqué, ça c'est clair. Ensuite, moi je me suis beaucoup intéressé à ce qu'ils allaient faire en termes de production athlétique. Et je pense, on en avait parlé plusieurs fois dans la reprise, je pense qu'aujourd'hui, on voit que le PSG a décidé de tabler sur de la vivacité. Voilà. En fait, l'objectif, il est vraiment à très court terme, d'être prêt jusqu'à fin août. Ce qui se passera après, en fait, finalement, on verra plus tard. Et ce qu'on a vu, c'est ça. Ça veut dire que des joueurs qui sont capables d'enchaîner les dribbles, d'enchaîner les gestes avec quand même beaucoup de vivacité pour un premier match. Normalement, ce premier match, après une reprise, pour ceux qui suivent les reprises depuis 10 ans, c'est toujours un peu mou, c'est toujours un peu... Les joueurs ont du mal à enchaîner les dribbles, les passes, elles n'arrivent pas. Et là, on a tout de suite senti que tout le monde était énergique et tout. Et je pense que c'est réellement... les joueurs, on l'avait déjà dit, mais je pense que ça se confirme, ont bien travaillé pendant le confinement. En tout cas, ils ont respecté certaines règles et certaines consignes. Donc, ils sont arrivés avec un certain état de forme qui est déjà important. Et là, on va travailler sur la vivacité. On n'est pas là pour préparer la saison, on est là pour préparer un mois et demi. Et ça s'est vu, voilà. Après, il y a eu aussi ce que moi, je redoutais par rapport à l'arrêt, c'était un peu la qualité technique. Bon, voilà, quand je vois Di Maria, l'enchaînement en contrôle centre extérieur du pied, bon, effectivement, je crois qu'ils n'ont pas perdu grand-chose, malgré le fait de ne pas avoir beaucoup touché le ballon. Donc voilà, c'était bien. Je trouvais qu'ils ont mis ce qu'il fallait. Et je pense aussi qu'il y a eu une réflexion en se disant, alors pour moi, l'idée de faire deux équipes, moi, je le pensais avant le match parce que, en fait, on a tellement peu de matchs que tu es obligé de concerner tout de suite tout le monde. Parce que si tu as 2 blessés dans une semaine, à un moment donné, tes joueurs, il va falloir qu'ils soient prêts. Donc, tu es obligé de concerner tout de suite tout le monde. Donc, tu ne peux pas faire 3 mi-temps de 45 minutes. Tu es obligé de t'adapter. Et la deuxième chose, c'est que je pense que les joueurs, ils se sont mis dans l'état d'esprit de dire on n'a pas beaucoup de matchs, donc on a 45 minutes aujourd'hui, il va falloir courir, en fait, pour se mettre dans le rythme. Et c'est ce qu'on a vu, en fait, beaucoup de joueurs courir. Voilà. Après, bien jouer, mais courir. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut remarquer, parce que moi, l'adversité, elle était ce qu'elle était, quoi. Ouais. Même c'est vrai, Mousse, Yacine en parlait, c'est vrai qu'il n'y a que 3 matchs avant les finales de Coupe nationale, avant la reprise de la Ligue des Champions. On en a parlé aussi la semaine dernière avec les entraînements qui montaient en intensité, les joueurs qui étaient plutôt à l'aise physiquement, voilà, qui déclenchaient pas mal, qui avaient beaucoup de courses, beaucoup d'intensité. C'est quand même que le travail a été bien fait depuis la reprise de l'entraînement le 22 juin du côté du Paris Saint-Germain. Ouais, on a vu des joueurs affûtés physiquement, concernés aussi pour un match amical face à une faible équipe du Havre. Bah, je trouve quand même qu'ils ont respecté cette équipe du Havre. Et tout à l'heure, Clément faisait référence à l'Atalanta, mais on ne peut pas parler d'Atalanta tout de suite, même si évidemment qu'on reparlera tout à l'heure du tirage, mais il faut surtout pas tirer des conclusions en vue du quart de finale face à l'Atalanta. Ça, c'est le premier match. C'est pas un match entre guillemets officiel parce que ça, il y a rien au bout, il n'y a pas de points, il y a absolument rien. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Yacine, on sent quand même que les mecs ont été très sérieux. Il y a beaucoup de problèmes lorsqu'il y a une fin de saison normale et ensuite ils vont en vacances. Et en général, tu as toujours 3-4 brebis galeuses qui reviennent avec quelques kilos en trop, ou tu sais, ou en tout cas dont on sent que physiquement ça va être compliqué les premiers matchs pour eux. Et là, c'est vrai que même après la pause, donc on savait effectivement qu'il allait avoir une deuxième équipe, mais j'ai l'impression que pour certains joueurs, et notamment Mbappé, j'avais l'impression qu'il aurait pu jouer normal la deuxième mi-temps, tant il avait de la vélocité, tant il avait de la foudre dans les pieds. Et notamment, on a vu quelques débordements super intéressants. Et après une si longue pause, je ne le pensais pas capable d'avoir autant d'accélération, même si ce n'était que sur une mi-temps. Et puis pour parler des autres joueurs rapidement, Icardi, toujours, voilà, sur les 2 buts, il est placé exactement où il faut être placé. Donc ça aussi, c'est très rassurant pour la suite du programme.
Et puis, je rejoins un peu aussi Clément sur la défense, et notamment la charnière centrale, que j'ai trouvé, pareil, très intéressant. Donc, de toute façon, c'est la future charnière pour la saison prochaine. Donc, c'est bien qu'il y ait des automatismes. Et franchement, un bon point globalement sur l'équipe au niveau physique. Et comme l'a dit Yacine aussi, techniquement, c'était plutôt pas mal. Il faut rappeler également que Presnel Kimpembe a prolongé cette semaine son contrat d'une saison supplémentaire avec le Paris Saint-Germain, après avoir prolongé Marco Verratti et Marquinhos. Donc voilà, ces 3 joueurs qui sont C'est vraiment curieux. ancrés. C'est curieux d'ailleurs, parce qu'il avait prolongé déjà il n'y a pas très très longtemps. Il me semble que c'était 2018 ou 2019. Donc, voilà, c'est vrai que c'était un peu C'est une marque, surprenant. ouais, c'est une belle marque de confiance du PSG aussi pour la saison prochaine. Donc, En effet, je pense qu'il y a de toute façon une marque de confiance. Après, ça peut être aussi, on lui rajoute un an de contrat si on envisage de le revendre l'année prochaine. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais il peut y avoir évidemment plusieurs possibilités. Clément, avant de passer à vos enseignements sur le match, toi, ta réflexion globale sur la prestation des Parisiens pendant 90 minutes, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a fait, voilà, qui t'a plu, etc. Non, moi, c'est ce que j'ai un peu dit en préambule, c'est-à-dire que j'ai bien apprécié les automatismes. On n'avait pas l'impression que les mecs se retrouvaient après 4 mois sans jouer. Voilà, c'était plutôt fluide, plutôt cohérent, et c'était cohérent, voilà. Euh, Tourelle a remis un 4-4-2, donc c'est quand même un enseignement, c'est-à-dire qu'il compte rester en 4-4-2, il aurait pu nous faire voilà, Ouais, mais travailler. est-ce que dans l'animation, c'était vraiment un 4-4-2? Moi, j'ai pas l'impression quand même, hein, parce que il était tout seul en pointe, Icardi. J'ai l'impression que c'était un 4-2-3-1 Non, de temps en disons temps, hein, que, c'était pas tout le temps. disons que Neymar et Mbappé ont beaucoup dédoublé, etc. et ont beaucoup changé de poste. Neymar est revenu, enfin Mbappé est redescendu, Neymar a pris la profondeur. Donc c'est vrai qu'il y avait pas mal de permutations, mais dans on va dire le fonctionnement tactique, ça a été plutôt, moi, j'ai trouvé un 4-4-2. On a bien vu la ligne de deux récupérateurs avec Paredes et Herrera en première période, qui était plutôt intéressante d'ailleurs pour parler de Paredes. Mais voilà, vas-y Clément, termine et puis on passera aux enseignements du match après. J'ai bien aimé, j'ai trouvé Verratti plutôt en jambes et plutôt affûté aussi, intelligent dans tout ce qu'il a fait. Mais je maintiens que la paire Verratti-Gay, ce ne sera pas possible contre Bergame, ça c'est une certitude et on en parlera en deuxième partie. Donc Paredes-Verratti, Paredes-Verratti ou Paredes-Gay, ça me semble un bon compromis, dans le sens où on a vu aussi qu'il n'avait pas mis Marquinhos en milieu. C'est un enseignement positif, je trouve. J'ai eu peur, qu'il retente Marquinhos en milieu avec Thiago Silva derrière, parce que les trois étaient disponibles. Il ne l'a pas fait, donc c'est un enseignement aussi, c'est qu'il ne compte plus utiliser Marquinhos en milieu. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Je pense pas. Honnêtement, Clément, je pense à aucun moment il a hésité ou il a pensé mettre Marquinhos au milieu. Il y a beaucoup Bah, il trop l'a de fait milieu toute de la saison. terrain. Ouais, mais il l'a fait en quart de finale, il l'a pas fait par exemple. Il l'a fait en début de saison, c'est vrai, hein, mais Moi, aujourd'hui, je pense que c'est plus du tout dans sa tête. Je pense pas, vraiment. Yacine, enfin, avant tout, vas-y moi, Yacine. juste, moi, je peux pas être aussi catégorique parce que le quart de finale, il n'y aura pas Di Maria. Que l'Atalanta, c'est une équipe qui Ça, presse c'est beaucoup. Et pas. Marquinhos, peut-être si tu joues à 3 avec Silva derrière et Marquinhos. Moi, voilà, Non, mais j'espère il que est non, hein. remplaçable, Di C'est pas mon Maria. choix. Il est Pas mon choix. remplaçable. Il y a Sarabia, il y a Draxler. Oui, mais moi, je suis pas aussi catégorique. Après, bon, j'espère me tromper parce que ça m'arrangerait, hein. Moi, Marquinhos au milieu, voilà, mais Il y a un truc, Franchement, Ouais. vas-y, il y Clément. a, il y a- il y a un truc, c'est que c'est le discours de Tourelle par rapport à Thiago Silva. C'est bien, c'est plutôt positif, mais ça m'inquiète un peu, entre guillemets, dans le sens où il a dit voilà, Thiago Silva, il va être essentiel pour la fin de saison, etc. Moi, ça m'inquiète un peu parce que ça veut dire qu'il compte le mettre titulaire. Or, le PSG est beaucoup plus fort sans Thiago Silva ces derniers matchs. C'est une formule, ça, Clément. Je pense que Je quand sais il pas, le dit, je sais pas. c'est peut-être qu'il pense à un blessé. Il se dit, s'il y a un blessé, on peut compter sur Thiago Silva. Moi, je pense que c'est plus là-dessus, hein. Il y a une de toute façon, différence, ce je qui est trouve, sûr, entre c'est que dire il y a une différence entre dire ça va être un élément important et il va être essentiel pour la Ligue des Champions. Moi, je pense que c'est une Oui, nuance. mais il a dit pareil de Meunier avant, quand il a su qu'il partait. Il a dit, ah oui, alors qu'on l'a tous vu comment il a traité Meunier. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut se méfier parfois des effets d'annonce ou des effets de com'. Moi, je pense pas que. Vraiment, je pense que Marquinhos, il restera en défense centrale avec Kimpembe, parce que tu as quand même pas mal de solutions. Et Yacine parlait de Di Maria, mais Di Maria, il peut être. On a vu l'entrée de Sarabia en deuxième mi-temps, hein. Il a fait un super match. On connaît Sarabia, il est tout à fait capable de prendre la place de Di Maria. Tu as encore un autre backup, tu as encore Draxler. Il y a des solutions. Tu peux changer de schéma, mais je vois pas l'intérêt de remettre Marquinhos au milieu. Franchement, je vois pas.
Avant de passer Moi non plus. Hein. Oui, je sais, Yacine. Non, ce que je veux dire par là, c'est que par rapport aux craintes de Clément, je me demande comment tu as eu ces craintes, parce qu'il n'y a rien qui laissait croire qu'il allait le remettre au milieu, même les derniers matchs, tu vois. Avant le Covid, c'était devenu plutôt rare, non? On verra, on verra, on verra. Moi, il me surprend toujours ce mec. Donc... On en parlera un peu tout à l'heure, évidemment, dans le poste de qui privilégier au milieu de terrain contre l'Atalanta. Avant de passer aux enseignements, quand même, parce qu'il y a eu 9 buts, hein, je vais vous les énoncer. Doublé de Mauro Icardi en première période, doublé de Neymar, un but de Mbappé. Et après la pause, Idrissa Gueye, Pablo Sarabia par 2 fois et Arnaud Kalimuendo qui a marqué son premier but chez les pros. Il y a quand même des beaux buts hier. C'est lequel vos préférés? Dans la construction, dans la finition Allez, on commence avec toi, Clément. Di Maria. Ouais, Di Maria. L'extérieur de Di Maria pour Icardi, il est extraordinaire. Clément, Di Maria, toi, du coup, le troisième, qui lance Neymar? Non, Icardi, le but d'Icardi. Icardi, ouais. L'extérieur de Di Maria sans contrôle, en cloche. Le deuxième but, alors. Deuxième, ouais. Mousse, pareil. Toi, du coup, pareil. Je trouve que dans la construction, c'est juste magnifique. Je pense qu'il y a... Vas-y, Yacine, donne-moi le tien. Ah non, mais c'est pareil, parce que t'as un mytho, tu m'as dit c'est celui d'Idrissa Gueye hier. Ok. Et la passe de Neymar, l'enchaînement contrôle externe. Déjà, ça va trop vite, c'est propre, voilà. Et il pose le ballon sur Icardi. C'est-à-dire qu'Icardi, il est en pleine course, il a juste il pousse tout est parfait en fait. Toute la synchronisation, elle est parfaite. Ce but, il symbolise ce que tu disais tout à l'heure, Yacine, sur le fait que ça se voit que ça leur manquait de jouer au foot. Ouais. Et ce but, il symbolise tout à fait ça, quoi. Ce qui est marrant en plus, c'est que juste avant, Daniel Bravo, il dit sur le deuxième but, où Maria fait un centre en extérieur, il dit on n'a pas vu Di Maria encore. Et là, on l'a pas encore beaucoup vu, ouais. C'est son centre et Icardi, il est placé. C'était marrant. Il y a 2 buts, moi aussi, que j'ai retenus qui sont quand même très très beaux. Il y a celui quand même en première période, l'ouverture de Di Maria de l'extérieur sur Neymar, qui va terminer avec qui laisse sur les reins le défenseur Avré pour terminer. C'est quand même pas mal. Je trouve il est quand même à l'amende de 2 défenseurs plus Gorgelin qui était déjà lancé alors que Neymar il n'avait pas encore fait son crochet. Et il y a celui quand même en deuxième période de l'ouverture de Verratti. Verratti, ouais, c'est ce que j'allais dire. Sarabia qui conclut superbement. Ouais, c'était aussi deux très jolis buts. Donc évidemment, c'est pour ça que je vous demandais parce qu'il y a eu beaucoup de jolis buts hier. Alors, on va passer aux enseignements de ce match parce qu'il y a quand même, malgré tout, il y a quand même que 3 matchs amicaux avant les coupes nationales et la reprise avec des champions. Donc, il y a toujours des choses à dire, à tirer d'un match, même un match amical. Je vous ai demandé de me citer une chose que vous vouliez garder du match d'hier. On va commencer avec toi, Clément. On en a parlé un peu. C'est la défense du Paris Saint-Germain qui t'a plu avec notamment la paire dans l'axe Marquinhos-Kimpembe, mais surtout aussi Thilo Kehrer qui était aligné au poste d'arrière droit. Ouais, alors déjà sur la défense centrale, même si l'opposition était assez faible, il n'y a pas eu de fébrilité. Je les ai trouvés et physiquement, et dans l'association, et dans les repères. Les deux, je les ai sentis bien, et je me suis dit, voilà, ça reste costaud. Ce qui était vraiment la plus grosse interrogation, c'est toujours Thilo Kehrer à droite. Même si moi, personnellement, et je sais que ça peut paraître surprenant, j'ai toujours bien aimé ce joueur-là. Il y a eu la période post-Manchester qui a été compliquée pour lui, mais moi, j'ai toujours apprécié son côté... il est combatif, il fait pas semblant et ça j'aime bien. Voilà, c'est peut-être pas le latéral rêvé, mais je trouve qu'il fait le boulot. J'avais adoré au match retour contre Dortmund où j'avais trouvé vraiment combatif, solide dans les duels. Je trouve que contrairement à Meunier, il joue moins derrière systématiquement. Ça c'est pénible. Meunier, ça m'énervait un peu. Il revenait tout le temps systématiquement derrière. Là, Kehrer, c'est pas un ailier de formation, ça se voit, mais il n'hésite pas à y aller devant, etc. Ajouter à cela on l'a tous vu, hein, son impact physique et il l'a pris du coffre. Hein, Kehrer, il est solide, il est musclé, il est affûté. C'est un soldat. J'aime bien son côté soldat plus que Meunier qui était un peu parfois dilettante, etc. Kehrer, on sait qu'on pourra compter sur lui. Et dernière chose, ça fait un bout de temps qu'il n'a pas été fébrile. Et mine de rien, c'était quand même son point faible d'être souvent fébrile, concéder des fautes dans la surface, etc. Là, ça lui arrive pas depuis un bout de temps et peut-être qu'il a repris confiance aussi. Et ça, c'est une bonne chose. Ce qui est intéressant, c'est que tu as parlé de son côté quand même défensif, rugueux contre Dortmund. Et hier, ce qui était intéressant aussi, c'est sa qualité de centre et le fait qu'il monte, même si... Alors, on va remettre dans le contexte à chaque fois parce qu'il faut le redire, mais évidemment que c'est un match amical, évidemment que l'adversité était faible. Mais voilà, c'était intéressant au moins de voir Thilo Kehrer dans ce poste d'arrière droit, même si évidemment, il n'a pas eu trop de soucis, pas trop d'adversaires à prendre dans son dos ou de présence défensive lui-même quand il montait. Je vais venir vers toi, Mousse, parce que Yacine, son point de vue, la chose qu'il a retenue, ça englobe un peu tout le match.
Toi, Mousse, ce qui t'a bien marqué, c'est la bonne reprise d'Mbappé. Il avait du feu dans les jambes. L'international français, il a été plutôt à l'aise. Il a bien combiné avec Neymar, avec ses partenaires. Ça fait plaisir de voir Kylian Mbappé comme ça, surtout qu'on rappelle, même avant Dortmund, il y avait une grosse angine qu'il avait un peu laissé. Il n'avait pas commencé titulaire contre Dortmund. Donc voilà, là, il a eu le temps de passer, de se préparer. Il était en forme hier. Il avait du feu dans les jambes. Ouais, je trouve que de tous les éléments offensifs, c'est celui qui m'a le plus surpris par, encore une fois, sa forme physique, le fait qu'il ait beaucoup de vivacité. Il a débordé plusieurs fois sur le côté gauche. Il a éliminé assez facilement ses adversaires. Et ce qui était intéressant, c'est que souvent Mbappé, la crise du Covid, dans cette position, parfois il cherchait à marquer tu sais, sur le petit filet, ou en tout cas dans un angle qui est très très difficile. Hier, j'ai eu l'impression qu'il a systématiquement cherché un élément dans les 16 mètres. Et donc je trouve que voilà, je pense qu'il a un peu évolué là-dessus. J'espère qu'on le verra encore pendant les finales nationales et ensuite le quart face à l'Atalanta Bergame. Moi, c'était un côté qui m'avait beaucoup agacé. On en parlait souvent quand Yacine il faisait les matchs au parc. Et c'est vrai qu'il y a un moment où il voulait vraiment, on sentait qu'il voulait soigner ses stats. Donc j'ai l'impression que là, il est dans un autre état d'esprit et il est plus dans l'effort collectif. Et surtout, voilà, on sent qu'il est vraiment, vraiment impliqué pour la fin de saison, notamment avec des champions. Je pense qu'ils y croient vraiment. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de pacte entre eux. Donc, en tout cas, ce qui est de son comportement sur le terrain, moi j'ai beaucoup aimé. Et j'espère que les 4 prochains matchs parce que là il y en a deux matchs amicaux plus les 2 finales, donc les 4 prochains matchs en juillet, j'espère qu'on le retrouvera dans le même état d'esprit pour pouvoir le retrouver mi-août face à l'Atalanta Bergame. Mais ouais, on sent qu'il a fin de ballon, fin de terrain, fin de match. Donc ouais, je suis plutôt agréablement surpris par la reprise d'Mbappé, très très content. Yacine, toi, tu as retenu l'élément que tu voulais retenir, c'était la vivacité des joueurs, qui englobe un peu évidemment tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, sur le fait qu'ils étaient plutôt à l'aise et que voilà, il y avait de l'intensité dans les courses, etc. Ouais, parce que en fait, le foot aujourd'hui, c'est l'intensité et la vitesse. Alors pas la vitesse de course forcément, la vitesse d'exécution, de transmission, etc. Et moi, ce qui me faisait peur avec cet arrêt-là, en fait, c'est un peu cette remise en route, comment elle allait se passer de ce côté-là. Et c'est vrai que j'ai trouvé rassurant, même si encore une fois l'adversité était faible. Le fait d'enchaîner rapidement, c'est pas une question d'adversité, c'est aussi une question de fluidité, d'être prêt physiquement, etc. Donc, je trouve que c'est bien parce que c'est ce qu'il va falloir. Maintenant, on va attendre un peu parce qu'en fait, dans la préparation athlétique, il y a toujours des phases où on est bien et après on a un petit creux. Là, on rentre dans la 3e semaine de préparation. Dans la troisième, on finit la 3e, on attaque la 4e. Ouais, mais en fait, c'est entre les deux parce que comme il y a eu les 3 premiers jours de test et tout, donc on attaque 3e, 4e. En fait, c'est souvent un peu les plus compliqués entre 4 et 6. Donc, j'espère en fait que vraiment ce travail-là, il est fait pour garder les joueurs sur ce rythme-là. Parce qu'en fait, sur 3 matchs en Ligue des Champions, et même les 2 matchs de coupe avec une semaine d'écart, tu vas pas avoir besoin d'avoir du coffre. Tu vas avoir besoin d'avoir de l'intensité et de la vitesse. Et donc, c'est pour ça que j'attends un peu les matchs de cette semaine aussi, enfin, fin de semaine et début de semaine prochaine, pour voir réellement si la préparation, elle est vraiment misée là-dessus. Et si elle a été basée là-dessus, franchement, ça peut être intéressant parce que d'être prêt comme ça aujourd'hui, à ce niveau-là, dès le premier match, après les 2 matchs officiels, enfin les 2 matchs amicaux plus les 2 matchs officiels, ça peut être très très intéressant quand tu vas arriver le 13 août, quoi, ou le 12 août. Surtout que s'ils enchaînent effectivement jusqu'à la reprise de la Ligue 1, Thomas Tuchel a les moyens aussi de faire reposer tous les cadres pendant peut-être les 2 premiers matchs de Ligue 1. Quand on voit hier une deuxième équipe qui était avec la moyenne d'âge qui avait considérablement baissé, mais honnêtement, tu as de quoi faire une deuxième équipe en la mixant un peu pour pouvoir laisser tes cadres un peu au repos, récupérer de la compétition, parce qu'il n'y a pas que le physique, Yacine, il y a aussi le mental, tout ça, oui, bien ça sûr, va les bien mettre sûr. sous pression. Non, mais ça, oui, bien sûr. Donc, ouais, je suis d'accord, ça peut vraiment être une fin de saison intéressante. Et encore une fois, l'état d'esprit, on les a rarement vus comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt rassurant. Alors, peut-être qu'on va se faire rétamer, je ne sais pas, tu vois. Mais j'ai l'impression que non. Je suis plutôt, tu vois, je suis plus confiant aujourd'hui que pour le retour de Dortmund, par exemple. Il y avait relevé 2 déclarations de Thomas Tuchel à la fin du match, justement, sur ce dont tu parlais, Yacine, sur la préparation. Donc, la question de journaliste était comment gérez-vous votre préparation ?
Et donc Thomas Tuchel répond, s'arrêter 4 mois, on n'a jamais fait ça. Ce n'est pas une phase de préparation, mais plutôt d'adaptation. Par exemple, la semaine de reprise, on a même dû se réadapter aux chaussures de foot. Nous sommes très prudents, très attentifs dans cette phase-là, parce que le plus important est qu'on arrive tous ensemble pour la finale contre Saint-Etienne, frais dans la tête et dans les jambes. Pour ça, il faut s'adapter, rester calme et prudent. Il ne faut pas en faire trop, ça serait une grande erreur. Donc c'est vrai, c'est intéressant, ça rejoint un peu ce que tu dis. Et justement, je voulais rebondir là-dessus tout à l'heure quand Mousse a dit ouais, je crois qu'Mbappé il pouvait jouer plus, mais justement en fait vraiment le staff il doit avoir un programme et se dire ok, ils ont l'air bien, mais je m'en fous en fait. Je vais pas lui faire 15 minutes de plus. Ah oui, je suis d'accord, bien sûr, bien sûr. Ah, mais même mieux que ça, je pense qu'en sachant qu'ils allaient sortir en deuxième, ça leur a permis aussi de pouvoir donner beaucoup plus, ne pas s'économiser ou se gérer en vue de la deuxième mi-temps. Donc, voilà, mais tu vois, je parle, même pour les 2 prochains matchs, c'est-à-dire que le prochain match, peut-être qu'il va faire moins tourner. Tu sais qu'il y a une particularité au prochain match, hein. C'est 4 fois 30 minutes, ça sera. Ouais. Mais tu vois, justement, ça veut dire que si tu as décidé de faire jouer un joueur 60 minutes et que tu le sens bien, faut pas pousser plus. C'est-à-dire que le programme, il est là, c'est ça que je veux dire. Et c'est important ce qu'il dit parce que les joueurs, ils ont toujours envie de jouer. C'est-à-dire, si tu lui proposes de faire des 4 fois 30, il va te dire, moi, je fais les 4 fois 30. Si le programme, c'est de faire 2 fois 30, c'est pas la peine d'insister. Et c'est vraiment dans cette gestion-là qui va être importante, en fait, pour les prochaines semaines. C'est marrant, Vas-y, Clément. Vas-y. Non, je vais juste conclure en disant que c'est une course contre la montre physique parce que le PSG a du retard dans la préparation physique par rapport à ses futurs adversaires en Coupe d'Europe. Donc ce retard, normalement, il n'est pas rattrapable, mais reste au PSG de faire en sorte d'être bien et d'être au rendez-vous. Donc c'est une course contre la montre pour être prêt soi-même. C'est même plus une prise en compte de l'adversaire ou une prise en compte de se remettre au même niveau que l'adversaire parce qu'on n'y sera pas. Il faudra juste être à notre niveau, à nous, pour être sur 90 minutes cohérent et compétent. Je voulais vous poser ainsi quelques réflexions sur des prestations individuelles. Qu'est-ce que vous avez pensé de Neymar hier? Parce que voilà, il faut aller en parler. Honnêtement, il a été bon, il a été simple. Et en 3 mois, il a pris moins de kilos qu'en une semaine de vacances au mois de décembre. Donc je pense que voilà quoi. Tu le vois bien dans ses appuis, dans sa fin. On avait peur. On en avait peur un peu parce que quand il est rentré en France, il a fait un crochet par Saint-Tropez, donc il aurait pu les reprendre. Hein. Non mais voilà. Et puis moi, ce que j'ai trouvé surtout, il y a 2 choses essentielles. C'est ses jambes. Mais on l'avait vu en entraînement, il avait fait un geste aussi où il avait été très très vite, pour ceux qui ont vu sur Twitter. Sur Dagba, non, c'est ça? Ouais. Mais surtout, il a été très simple. Et je trouvais que c'était bien parce que dans le genre de match où tu commences à vite mener 3-0 au bout de 20 minutes, on le connaît Neymar, il aime aussi un peu dribbler et tout, il aurait pu abuser et il est resté simple. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant parce que, par exemple, la passe sur Di Maria, peut-être que dans un autre contexte, il va effacer le joueur avant d'essayer de percuter. Là, il a donné de l'autre côté. Voilà, moi, je trouvais que c'était ça qui était plus intéressant que, bon, après, le reste, c'est Neymar contre le Havre. Je pense que même, de toute façon, s'il était revenu en surpoids, ça n'aurait pas. Non, mais Neymar, il était à l'image de Kylian Mbappé, quoi, très, très motivé. On sentait qu'il avait envie. Pareil, la rapidité d'exécution sur quelques crochets ou quelques accélérations. Après un arrêt de presque 4 mois, c'est vrai que c'est affolant. Et tu sens que lui aussi, il est dans un autre état d'esprit parce que, encore une fois, je rejoins Yacine, il a joué très simple. On n'a pas vu de provocation de sa part, on n'a pas vu de chichi, de cinéma. Il a joué simple. Je pense même qu'il y a eu une vraie communication entre les joueurs sur le terrain et ils ont vraiment pris au sérieux cette équipe du Havre. Quand je dis pris au sérieux, c'est-à-dire qu'ils les ont respectés. Quand tu voyais Kimpembe et Marquinhos se défendre, voilà, tu avais l'impression que c'était quasiment un match officiel, quoi, tu vois, ils n'ont rien laissé au hasard, ils ont vraiment respecté cette équipe. Et je pense que voilà, c'est une montée en puissance. Je pense que pareil, vendredi prochain au Parc, face à l'équipe belge, on en verra encore un peu plus. Non, c'était très très intéressant cette reprise, vraiment. Clément, pour faire aussi un point de vue un peu individuel sur 2 jeunes Titi qui ont joué hier avec le Paris Saint-Germain, c'est Arnaud Kalimuendo qui ont intégré le groupe pro depuis la reprise d'entraînement le 22 juin pour renforcer un peu l'effectif. Il y avait Arnaud Kalimuendo qui est rentré à la mi-temps, qui a marqué un but et qui a fait une passe décisive. Bon, c'est un peu un tiers-centre pour Sarabia. Et il y avait aussi Timothée Pembele, le capitaine de U19, qui est rentré au poste d'arrière-gauche à la place de Michel Bakker. Bon, je pense qu'on ne reviendra pas sur la prestation de Bakker, qui doit se demander ce qui... Enfin, je n'ai pas trouvé incroyable, mais... Le début de première mi-temps, il a montré un peu d'agressivité quand même, Bakker. Moi, je le trouvais pas mal. Début de première mi-temps. Après, c'est vrai qu'on l'a un peu perdu.
Mais Baker, je me suis dit, tiens, comparé au match qu'on avait vu en Ligue 1, les peu d'apparitions, je me suis dit, bon, il a l'air un peu plus en jambes, un peu plus. Faudra voir par la suite. T'as Vas-y, oublié Mbesso. Mbesso aussi qui est rentré. Non, mais on l'avait déjà vu en Ligue 1 l'année dernière, donc c'est pour ça que. Moi, j'ai été impressionné par les cuisses de Kalimundo. Je sais pas si vous avez fait attention, il a des cuisses, le mec. On aurait dit Serge Aurier à la belle époque. Ouais. Mbesso, il a joué dans l'axe. C'est ça la différence. Ouais, il est rentré avec Thiago On l'a vu la différence. Ouais. Clément, vas-y. Ouais. Pour ce qui est de Kalimundo, j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il n'avait pas froid aux yeux, qu'il ne se cachait pas. Bon, c'est plus facile de revenir dans un match amical comme ça, mais il ne s'est pas planqué et ça mérite d'être vu parce qu'il était en jambes, parce que dans les mouvements, il était plutôt intéressant. Pembele, un peu plus froid, un peu plus timide, j'ai trouvé. J'ai du mal à tirer des leçons de sa prestation. En plus, avec Draxler sur le côté, ils ne se connaissaient pas, ils n'ont pas d'automatisme. C'est dur de juger un latéral quand il n'y a pas d'automatisme avec l'ailier devant. Donc, compliqué de me faire un vrai point de vue sur lui, mais j'ai bien aimé Kalimundo devant. À revoir. Je pense à retenter. Peut-être qu'on le reverra d'ailleurs dans les prochains matchs. Donc, sûrement. En fait, Pembele, je pense, d'abord, c'est un match de reprise. C'est compliqué de prendre des risques et risquer de te foirer, même sur un match comme ça. Hein, mais on se rappelle d'Mbesso, même si c'est pas vraiment les mêmes conditions. Mais je pense qu'il a préféré jouer simple, assuré. Surtout parce que s'il avait fait une grosse bavure, on n'aurait vu que ça du match. Tu comprends ce que je veux dire? Et en fait, j'ai l'impression de voir Dagba. En fait, c'est un peu le penchant de Dagba. Ça prend pas beaucoup de risques, ça fait pas de bêtises. Hein. Moi, j'ai trouvé qu'il avait pris des risques. Pembele, il a même tenté un moment une belle frappe. À un moment, il est rentré sur son pied droit. Moi, je trouvais qu'il a été plutôt intéressant, mais. Ah non, moi, je dis pas qu'il a été mauvais. Je dis que c'est difficile pour un joueur comme ça de tirer des conclusions sur ce genre de match. Et en plus, en général, les jeunes, ils vont pas prendre des risques de ouf pour une première apparition. C'était plutôt là-dessus, mais ça laisse entrevoir des bonnes choses. Hein. Moi, je suis d'accord. J'ai plus vu Pembele qui est rentré à la 60e que Colin Dagba. Hein. Désolé, mais Colin Dagba, il a fait le spécial. Alors, je veux bien, parce que j'en parlais hier sur Twitter, j'ai demandé un peu les gens ce qu'ils pensaient de Kerrer à droite. Et on me dit, oui, voilà, Colin Dagba et tout. Mais Colin Dagba, il a fait sa spéciale. Il revient, il fait semblant de partir en profondeur, hop, et puis il revient derrière, il fait une passe derrière. Soit une passe latérale, soit une passe en retrait. Bon, après, là où j'étais un peu déçu, j'aurais bien voulu voir le petit Caïs Ruiz un peu plus longtemps, parce que lui, c'est pareil. On ne peut pas en parler, parce qu'il n'y a quasiment rien eu. J'espère qu'on le reverra un peu plus souvent. Il est rentré à la 80e, il a joué 10 minutes. Mais on voulait féliciter quand même Kalimundo pour son premier but. Il a fait un bon match. Yacine, avant qu'on passe à la deuxième partie du podcast, il y a aussi une réponse à une question hier de Thomas Tuchel qui m'a pas interpellé, mais qui était intéressante sur quels enseignements il pouvait tirer justement lui de ce succès, l'entraîneur allemand. Et il a répondu, je dois revoir ce match. L'objectif de notre 4-4-2 était de trouver notre structure offensivement. Il y a des situations à améliorer dans la récupération du ballon, mais ce n'était pas l'objectif. On doit absolument passer par des matchs amicaux pour retrouver notre rythme. Il n'a pas été satisfait de la récupération du ballon. Tu l'analyses comment, toi, Yacine ? Non, en fait, non, c'est pas ça. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'on n'a pas été assez mis en danger pour en tenir compte. C'est-à-dire que ta structure, justement, tu vas voir comment se placent Di Maria et Neymar et un des deux attaquants quand l'équipe sort. Mais comme l'équipe adverse, elle n'a pas le ballon, en fait, tu n'as pas d'adversité. Donc, tu peux pas. En gros, ce qu'il veut dire, c'est qu'on a pu travailler offensivement, mais défensivement, on n'a pas pu travailler parce qu'il y avait. Ouais, il a dit il y a des situations à améliorer. Il n'a pas dit on n'a pas eu de récupération à faire. Parce que tu sais, est-ce qu'il ne parle pas des deux, trois petits rushs dans le match de ce que je veux dire en première mi-temps. Je pense que c'est là-dessus. Peut-être un peu trop exigeant, peut-être, tu vois, pour un match de reprise. Il faut, il arrête. Surtout que ça n'a pas donné grand-chose. C'était un peu des ballons un peu dans la course. Vas-y, va courir. Bon, voilà, après, non, je pense réellement que c'est juste, quand il dit on attend les prochains matchs, pour moi, c'est en gros, on attend une autre adversité pour travailler ce deuxième aspect. Là, tu avais besoin de te mettre en confiance. Et je l'avais déjà dit, les Allemands le font beaucoup, les Italiens aussi. Ce premier match amical, alors là, c'était le Havre, mais ce premier match amical, ils prennent souvent une équipe très faible, où ça finit avec 12-14-0. Mais en fait, c'est ce premier match pour se mettre en jambes et se mettre en confiance. On marque des buts, même si c'est faible en face, il faut quand même les marquer, les buts. Hein. Voilà, on marque des buts et on travaille l'aspect offensif dans une vraie opposition, entre guillemets. Et puis, on verra l'évolution du travail défensif après. Mais ce premier match, les Allemands et les Italiens, ils aiment beaucoup que ce soit comme ça. D'ailleurs, Paris avait joué des équipes de D4.
D'ailleurs, là, ils enchaînent contre le dernier de la D1 belge. Et ensuite, ça sera un peu plus fort. Ça sera le Celtic Glasgow, champion d'Écosse. Donc voilà, c'est normal, ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Les deux prochains matchs donc, des Parisiens en match amical, ils retrouveront le Parc des Princes. Donc face à l'équipe belge tout d'abord de Waasland Beveren le 17 juillet et les Écossais du Celtic Glasgow le 21 juillet pour leurs donc, 2 dernières rencontres amicales avant d'affronter évidemment l'AS Saint-Etienne le 24 juillet et Olympique Lyonnais le 31 juillet avant la Ligue des Champions. On va passer à notre deuxième partie du podcast, les amis, après avoir débriefé ce Le Havre Paris Saint-Germain. On connaît donc l'adversaire du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Ça sera l'Atalanta Bergame, oui, le troisième actuel du championnat italien. Le match le 12 août, donc pour le Paris Saint-Germain. Alors, il y a eu le tableau complet. Le vainqueur de Atalanta PSG affrontera le vainqueur de Leipzig et l'Atlético, l'autre quart de finale. Et dans l'autre partie des huitièmes de finale, le retour encore à jouer. Donc là, le vainqueur de Juventus Lyon affrontera le vainqueur de Manchester City Real Madrid. Et dans l'autre quart de finale, le vainqueur de Barcelone-Naples affrontera celui entre le Bayern et Chelsea. Donc voilà, un tirage plutôt favorable pour les Parisiens, qui vont, on le rappelle, le Final 8 qui va jouer sur match sec. Ma première question, c'est qu'est-ce que vous pensez de ce tirage, le PSG favori? J'ai eu beaucoup de réactions sur Twitter entre d'un côté les gens qui disaient l'Atalanta Bergame, c'est une équipe difficile à jouer, ça va être compliqué pour le PSG, et d'un côté les gens qui disaient c'est quand même le Paris Saint-Germain, on aurait voulu quoi, avoir le Bayern ou City ou le Real, c'est très bien de tirer l'Atalanta Bergame, surtout sur un match. Qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer avec toi, Clément. Ça dépend si on prend en compte la stature du club et l'effectif, le PSG est favori. Si on est objectif par rapport à la forme du moment et à la dynamique des deux équipes, force est de constater que l'Atalanta Bergame part avec une longueur d'avance considérable. C'est dur de dire oui, forcément, tu compares les deux clubs, tu compares les deux budgets, les deux effectifs. Oui, ça ferait tâche pour le PSG de sortir. Sauf que faut prendre en compte le contexte. Et le contexte fait que Bergame est plus avancé que le PSG. Moi, ce que je peux dire, c'est que bon, ça reste plutôt un tirage positif, etc. Mais ça sent quand même, sans comparer les deux équipes, l'Atalanta de Bergame cette année ressemble beaucoup à l'Ajax de l'année dernière, dans le scénario. Ah, tu m'as pris mon argument, je suis dégoûté. C'est pas grave, tant pis. Et on se souvient tous de l'Ajax l'année dernière qui était quasiment imprenable. Bon, un miracle grâce à Lucas au retour, mais globalement, ils ne doivent jamais passer. Et franchement, ça pue le match piège, ça pue l'équipe quasiment injouable sur la saison. Donc va falloir être très costaud, très costaud. Et on va en parler, mais en voyant le Juve Atalanta de samedi, c'était samedi, ça va falloir être très costaud. Mousse, ta réaction sur le tirage de l'Atalanta pour les quarts de finale? Un peu comme toi, Hugo, sur Twitter, j'avais mis un petit message en disant que j'aurais préféré éviter cette équipe. Mais en fait, quand tu dis ça, les gens perçoivent ça comme de la peur. Pas du tout. Il faut juste. Mais comme tu peux pas avoir un débat serein sur Twitter, j'ai même pas approfondi, j'ai arrêté de répondre. Comme ça, c'est clair et ça sert à rien en fait. Donc, je vais dire le fond de ma pensée ici, c'est peut-être plus intéressant. Ce que je voulais dire par là, c'est que je pense pour le Paris Saint-Germain, en tout cas pour le vestiaire, vu le traumatisme subi ces 2-3 dernières saisons, je me suis dit que c'est quand même peut-être mieux d'affronter un adversaire entre guillemets connu, tu vois, un gros club, donc tu sais comment il joue, etc., que tu as peut-être même déjà affronté, etc., que de prendre le petit poussé de la compétition. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand le PSG part favori, il y a toujours un peu cette petite pression qui plane au-dessus de l'effectif. Et les mecs se disent, putain, si on sort face à Atalanta Bergame, on va encore passer pour des cons. Alors que d'abord, non, parce que c'est une très belle équipe. Il n'y a pas de honte à sortir contre Bergame, parce qu'il faut voir ce qu'ils ont fait l'année dernière et cette saison, les grosses équipes de Serie A qu'ils ont battues. Tu comprendras qu'en fait, ça reste quand même une bonne équipe. Et moi, c'était plutôt dans ce sens-là. Alors après, si on veut parler de l'opposition directement entre les équipes, évidemment que le PSG part favori, puisqu'il a un meilleur effectif. Et que, évidemment, qu'on peut battre cette équipe tous les jours. Il n'y a aucun problème là-dessus. Simplement, je voulais en venir à ton argument, Clément. L'année dernière, quand on a vu les premiers matchs de l'Ajax, on s'est peut-être dit, bon, peut-être c'est un peu de chance, un peu de réussite. Et puis finalement, ce n'était pas du tout ça. C'est une équipe qui jouait très bien au football, qui a mis en difficulté les plus grosses écuries européennes. Et moi, c'est plutôt à ça que je pensais. Et comme il n'y a qu'une seule rencontre, une seule confrontation, alors on va voir, il reste 4-5 matchs ou 6 matchs, je ne sais plus, Yacine, pour achever la Serie A. On va débriefer tous les matchs de Bergame.
Mais quand tu prends la première demi-heure, on va dire, allez, à partir de la 10e minute samedi contre la Juve, quand tu vois comment ils jouent super haut, et c'est vrai que ça me rappelait aussi un peu le match aller de Dortmund, quand on perd à Dortmund, où on voit les mecs un peu, tu sais, les Allemands qui ont joué haut, qui nous ont empêchés de ressortir, etc. Et donc, c'est là-dessus qu'on peut avoir quelques craintes. Mais évidemment que Paris peut battre cette équipe de Bergame tranquillement. Mais voilà, toujours difficile de jouer les petites équipes. C'était plutôt dans ce sens-là que j'avais émis quelques doutes. Voilà. Mais tu sais, Mousse, le podcast sert à ça aussi. On a le temps d'exploser son avis Voilà, c'est ça. sans violence, sans agressivité de la part de certains tweetos notamment. Yacine, toi, ta réaction quand tu as vu le tirage de l'Atalanta Bergame? Bon, moi, je vais être dans le sens de tout le monde. C'est-à-dire que pour moi, c'est le match piège. C'est une très bonne équipe. C'est une équipe qui a un jeu pour te mettre en difficulté. C'est une équipe qui joue pour marquer. C'est une équipe qui est en confiance. Elle est en train de revenir sur l'Inter. Voilà, c'est une équipe qui est en train de revenir sur l'Inter et la Lazio, qui a battu la Lazio, qui a fait match nul à la Juve, qui enchaîne les bons résultats, mais pas que les résultats, les très bonnes prestations. Déjà, il y a une première différence, mais c'est aussi le football d'aujourd'hui. Un joueur qui coûte 5 millions et un joueur qui coûte 50 millions, les mecs ils vont te dire le joueur qui coûte 50 millions, c'est le meilleur, alors que déjà ça veut rien dire. Mais là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, les gens confondent affronter un club, une histoire et une équipe. Quand on dit que l'Atalanta, c'est un mauvais tirage, cette saison, c'est un mauvais tirage. Parce que moi, je suis désolé, vous pouvez faire ce que vous voulez, entre la Juve et l'Atalanta, aujourd'hui, mais moi, je préfère affronter la Juve. La Juve, c'est nul. La Juve, il y a des joueurs qui servent à Danilo, Alexandro, il n'existe plus. Faut nuancer, Yacine, quand tu dis la Juve. Non, mais oui, c'est vrai. Ouais, non, mais on se comprend. C'est-à-dire que... bah oui. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a rien. Là, on va pas nous prendre au sérieux. Si Si la Juve, c'est nul. Non, mais la Juve, ils tiennent sur Dybala. Tu vois ce que je veux dire? Moi, aujourd'hui, la Juve, ça me fait 10 fois moins peur que... Je te coupe 2 minutes. Je pense qu'ils ont mal. La reprise, elle s'est mal passée pour eux. Oui, justement. Donc aujourd'hui, moi, je préfère jouer la Juve. Il n'y a pas eu que des mauvais matchs. Hein. Mais c'est vrai que si tu prends les derniers matchs, tu peux te dire que ouais, la Juve, c'est plus prédable. Mais comme l'Atlético, comme Barcelone. Ils battent pas Milan. Ils perdent la Coupe d'Italie. Là, ils n'arrivent pas à battre l'Atalanta. Voilà, et dans des matchs où c'est pas juste le résultat qui tourne, hein, c'est vraiment, il y a rien à dire, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est déjà le premier problème. Le deuxième truc, c'est que en vérité, il y a très peu de monde qui a regardé jouer l'Atalanta. Donc, en fait, les gens, ils ont entendu dire à droite, à gauche, et ils ont toujours l'impression qu'on survend des choses. Mais moi, je les vois jouer très régulièrement. L'Atalanta, en fait, c'est un collectif. C'est-à-dire qu'effectivement, si je demande à des joueurs de citer les noms des joueurs de l'Atalanta, ou même à des joueurs du PSG, hein, mais à des supporters, ils vont pas m'en dire trois. Mais collectivement, ça me fait penser. Vas-y, termine, Yacine. Vas-y. Mais collectivement, c'est une vraie équipe qui presse ensemble. Et la dernière chose, c'est que, parce que je l'ai vu passer sur Twitter, c'est pour ça que j'en parle, il y a des gens qui disent « Ah, c'est bizarre, l'Atalanta, il court beaucoup. » Alors, il faut savoir que l'Atalanta, c'est quand même la 9e équipe au nombre de kilomètres parcourus en Serie A. Donc, en fait, ils ne courent pas beaucoup. Ils courent juste ensemble et intelligemment. C'est pas pareil. Et surtout, ils sont déjà très hauts. Et oui. Donc, tu as beaucoup moins besoin de courir pour aller chercher le ballon. Voilà, tu as moins de courses à faire. Donc, c'est tout. Donc, quand tu fais moins de kilomètres, tu es capable de mettre plus d'intensité dans les quelques courses que tu fais. La preuve, c'est que déjà contre la Juve, ils ont couru moins à haute intensité que la Juve. Et pourtant, on a eu l'impression qu'ils étaient partout sur le terrain et qu'ils les avaient mangés. Donc voilà, après, encore une fois, c'est toujours aussi le nom qui fait que, voilà, après, comme l'avait dit Mousse, et Mousse, il l'a dit dans le podcast de la semaine dernière, je ne veux pas tirer l'Atalanta parce que je sais ce qui va se passer et que si on sort contre l'Atalanta, même si c'est cet Atalanta-là, on va encore dire qu'on perd contre le petit, etc. C'est ça. Bon, c'était ça ton propos, Mousse. C'est en gros, si on sort. Je vous jure que c'était que ça. C'était pas de la peur d'affronter cette équipe. Moi, je pense au contraire, ça va être un super match. Mais j'aurais peut-être préféré les voir un peu plus loin parce que tu vois, cette année, c'est peut-être là. Voilà, on sent qu'il y a un truc dans l'air. On sent qu'on peut peut-être passer, etc. Et je me dis que, tu vois, moi, j'avais parlé de l'Atlético parce que l'Atlético, c'est tellement stéréotypé. Ils te laissent la balle. Voilà, si tu arrives à les contenir quand ils font leur contre, l'Atlético, franchement, c'est une équipe qui est. Tu sais à quoi t'attendre. Voilà, je vais disparaître 2 secondes parce que j'ai plus de batterie, ça va couper. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre, je reprendrai la parole après. Justement, tiens, Clément, je voulais te lancer sur le débrief. Vas-y, dis-moi avant. Je voulais dire un truc pour nuancer ce que Yacine a dit sur faire jouer la Juve que l'Atalanta aujourd'hui. Il y a un truc qui est plutôt positif dans ce tirage quand même, c'est
c'est en fait, entre guillemets, l'inexpérience de l'Atalanta dans cette compétition, dans le sens où, déjà, en fait, là, l'Atalanta, ils vont jouer une équipe qui n'est pas italienne, déjà, qui ne connaissent pas vraiment. En quart de finale de Ligue des Champions, ça peut les surprendre. On a vu contre la Juve que parfois, voilà, ils ont concédé 2 pénaltys par inexpérience, par faute d'inattention. Et ça, c'est des trucs auxquels le Bayern, la Juve, le Barça, ils se font jamais piéger sur ça. Même s'ils avaient joué, même s'ils sont en méforme ou quoi que ce soit, en Ligue des Champions, jouer contre le PSG, c'est pas des clubs qui se font piéger, qui se font surprendre, qui font des fautes d'inattention, etc. Ça, c'est des clubs qui, globalement, répondent toujours au rendez-vous. L'Atalanta, il y a peut-être un truc à jouer là-dessus, sur le côté inexpérience. Ok, ça va être contrecarré par le côté la fougue, etc. Mais ils peuvent faire plus d'erreurs d'inattention dans la pression, dans l'atmosphère, etc. Ça peut jouer pour le PSG. Après, désolé pour la petite coupure. Je pensais que j'avais branché le chargeur et pas du tout. C'était mal branché. Désolé. Aussi. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, Yacine, mais ce format de match sec, ça avantage plutôt les équipes comme l'Atalanta qui peuvent tout jouer sur un match plutôt qu'une double confrontation où un club comme le Bayern ou la Juve ou le Real peuvent retomber sur ses pages, tu vois ce que je veux dire, et décrocher un pénalty, et marquer 1-0 et après défendre un peu plus sur un match, quoi. En fait, c'est ce qui fait aussi la force du foot, c'est-à-dire que l'argument de Clément, je peux le retourner dans le sens inverse, c'est-à-dire que le fait d'être là un peu par hasard, entre guillemets, c'est aussi le moment de te dire, mais j'ai plus rien à perdre, c'est que du bonus qu'on est en train de vivre. Donc finalement, je me fais sortir par le PSG, c'est rien, et finalement, j'ai pas de pression. Donc, si tu veux, c'est ça le football aussi. C'est que un argument, tu peux le mettre dans les deux sens. Comme le PSG, quand tu dis ils sont favoris, quand ils sont favoris, machin, quand ils sont pas favoris, c'est mieux. Voilà. Donc, moi, il y a beaucoup de choses autour de ce match. Il y a un élément dont on parle pas, mais qui peut aussi avoir son importance. Le championnat italien finit le 2 août. Et en fait, là, ils auront enchaîné tous les 3 jours. Donc, ils vont être dans un bon rythme. Il faut savoir quand même qu'entre le 2 août et le 12 août, ils vont pas jouer. Paris non plus. Oui, mais Paris, en fait, est dans un programme En fait, Paris est dans une phase de progression, alors que toi, tu es en plein. Tu vois, regarde. Rappelle-toi. Ils ont déjà passé cette étape, ils sont déjà à l'autre étape. Et rappelle-toi, souvent, les matchs du PSG, après les trêves internationales. Tu sais, quand il y a cette coupure un peu et que tout le monde sort. C'est terrible en général. Ouais. Voilà. Et en fait, le problème de cette coupure, c'est comment tu vas la gérer pour finalement garder du rythme. Je vais prendre juste un exemple. Rappelez-vous la finale avec des champions Real Madrid-Liverpool, où en fait, les championnats, il y a la Coupe d'Angleterre et les championnats d'Angleterre, ils finissent très tôt. Et Liverpool, contre le Real, ils ont du mal à enchaîner. Ils sont pas à la rue, hein, mais ils ont du mal à enchaîner. Dans le rythme et tout, on avait trouvé ça là. Bon, il s'était fait un peu déboîter, mais voilà. Et en fait, cette coupure, elle fait toujours du mal. Parce que tu étais dans un rythme. Les joueurs, ils aiment jouer, en fait. Contrairement à ce qu'on pense, jouer tous les 3 jours, c'est mieux que de s'entraîner. Donc, il va falloir trouver le dosage pour eux de rester dans leur rythme, mais sans match. Alors que Paris, en fait, est dans cette construction de programme. Donc voilà, si tu veux, il y a tout ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Donc moi, pour moi, en tout cas, il n'y a pas de favori. Par rapport au contexte, en tout cas, aujourd'hui, le budget, ok, mais pour moi, il n'y a pas de réel favori puisque Paris n'a pas repris de compétition officielle aujourd'hui. Mousse, je peux reposer une question ou tu voulais intervenir, Mousse, répondre à Yacine? Non, c'est juste pour finir avant que ça coupe, parce que je voulais ajouter aussi que l'Atalanta Bergame, c'est une équipe qui joue de la première à la 90e, voire les arrêts de jeu. Il faudra se méfier de ça parce que nous, on a tendance parfois, une fois on se sent à l'abri, parce qu'on peut ouvrir le score et peut-être qu'inconsciemment, on va vouloir reculer, etc. Alors qu'il ne faut surtout pas faire ça avec Bergame. C'est une équipe, encore une fois, qui joue. Moi, je voyais hier, samedi, on était après la 80e et pour récupérer la balle quand il la perdait, tu avais l'impression qu'ils étaient au début du match. Ils faisaient exactement les mêmes efforts que dans le premier quart d'heure. Et parce que les joueurs qui sont rentrés ont vraiment apporté quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des changements pour dire on essaye. Ils se sont bien intégrés et ils rentrent souvent, ces joueurs-là. Ils apportent quelque chose. Malinowski, etc. Ouais. Et donc, c'est une équipe. Luis Muriel également, ils sont souvent avec Zapata au poste de numéro 9. Mais, donc je disais c'est une équipe qui n'aura absolument rien à perdre. Ça se joue sur un match. Je pense qu'ils vont se cramer sur le terrain pour essayer d'obtenir quelque chose. Après, encore une fois, hein, ça sera au PSG de maintenir exactement ce qu'ils ont essayé de faire face au Havre. Il faudra monter en puissance parce que il faut qu'on soit comme eux. Il faut qu'on se dise, après le quart, il restera peut-être que 2 matchs. Mettons-nous minables, on donne tout, quitte à vomir après le match, c'est pas grave.
mais eux le feront. Donc, si tu ne te mets pas à la hauteur de l'Atalanta Bergame, en tout cas en termes d'impact physique, d'intensité, tu risques de perdre. Et en plus, ça va encore être un petit traumatisme parce qu'on n'arrête pas de le dire et c'est vrai, on sent que cette année, il y a vraiment moyen. Et j'arrête là. Quand tu vois le tableau qu'on a, nous, pour une fois on va se dire, allez, un petit peu favorisé, bon voilà, il faut vraiment en profiter. Donc, il faut prendre cette équipe au sérieux et mettre plus d'intensité qu'eux, même si ça va être difficile. Juste termine pour finir sur ce qu'a dit Mousse. Il y a aussi le calendrier, c'est-à-dire qu'on joue le premier quart de finale. C'est-à-dire qu'en fait, Paris, s'ils vont au bout, ils vont jouer 3 matchs en 10 jours. Quand le dernier quart finaliste va jouer 3 matchs en 7 jours. Et dans les derniers quarts finalistes, il y a des mecs qui ont joué le 8e de finale. Ouais. Les 2 derniers, ils jouent les quarts de finale, les 8e. C'est-à-dire qu'ils auront joué 4 matchs en 2 semaines. En fait, tu as l'impression que tous les feux sont ouverts, en tout cas, pour qu'on puisse faire quelque chose. Après, c'est à nous de le faire. C'est ça, il faut profiter de ça. Pour résumer un peu ce que vous dites, faire les forces et les faiblesses pour ceux qui nous écoutent, de l'Atalanta. Voilà, on a vu plusieurs matchs chacun de l'Atalanta cette saison, voire beaucoup. Notamment, on peut se baser sur celui contre la Juventus Turin de samedi ou pour le 2 partout. Clément, pour commencer par les atouts de l'Atalanta Bergame, l'équipe coachée par Gasperini, on peut le dire, c'est une équipe qui a un football léché, très attrayant, très offensif avec, Yacine en parlait tout à l'heure, un pressing constant. On voyait, il y avait même les positions moyennes, les trois défenseurs centraux, Jim City, Toloi et Palomino, qui étaient très avancés, voire même au-dessus de la ligne médiane pour récupérer ce qui est assez dingue. Voilà, c'est pour ça qu'on viendra après aux faiblesses, parce qu'évidemment, il y a pouvoir les prendre en compte avec les joueurs qu'on a, etc. La faiblesse, elle est là, en fait, c'est ce que tu viens de dire. C'est ça. Et on va parler tellement haut que dans leur dos, c'est ça. Mais on va déjà parler des forces pour développer un peu pour ceux qui nous écoutent. Clément, comment tu situerais les forces, tu expliquerais les forces de l'Atalanta? Ce qui peut nous forces, tu l'as dit. La force, tu l'as dit, ils sont tout le temps en mouvement, que ce soit avec le ballon, les joueurs sans ballon et dans le pressing à la perte du ballon, ils sont tout le temps en mouvement. C'est-à-dire qu'on n'aura pas le temps de mettre en place un jeu posé, etc. Ça, c'est pas possible. Va falloir bouger, il va falloir la dynamique, il va falloir créer des décalages. Il n'y aura pas de attaque-défense. C'est pas une équipe qui va nous attendre. Déjà, ça, c'est premièrement. Deuxièmement, avec le ballon, c'est pas stérile. C'est-à-dire qu'ils ont le ballon, mais ils cherchent toujours à créer des différences, à faire des différences. Moi, j'ai été bluffé par le petit Gomez. J'avoue que je ne suis pas très Serie A, donc je ne regarde pas souvent la Serie A. Là, leur numéro 10, il est assez bluffant. C'est-à-dire qu'au-delà de ses capacités techniques, en fait, tout ce qu'il fait, c'est pour ajouter un apport dans le jeu. Tout est intelligent, tout est réfléchi pour toutes ces feintes, tous ces mouvements de corps. Ça, va falloir qu'un Paredes ou un mec se mette dessus d'entrée, parce que sinon, ça va être compliqué. Leur attaque aussi, ils sont chiants, leurs attaquants. Zapata et Ilicic sont très pénibles à prendre. C'est pas les attaquants les plus techniques du monde, c'est pas Mbappé, c'est pas Neymar, mais ils pèsent sur une défense. Et moi, quand j'ai vu Zapata, alors rien à voir avec le profil, mais j'avais l'impression de voir Haaland en fait qui pesait sur notre défense centrale. Et ben là, Zapata, il pesait sur la défense centrale de Ligt, il l'a bouffé tout le match. Et c'était compliqué. Quand Muriel est rentré, c'était pareil. Et donc voilà, ça va être le côté vraiment pénible. Après, il y a la contrepartie, c'est-à-dire que vu qu'ils sont tout le temps en pressing sur nos joueurs et sur les joueurs de la Juve, si tu arrives à créer un décalage en 1 contre 1, tu arrives à passer ce pressing-là, tu peux, derrière, tu as des espaces. Derrière, tu as des espaces. On l'a vu quand Dybala il arrive à effacer son marquage individuel en 1 contre 1, derrière, ça pouvait dérouler. Et ça va aussi jouer. Là, Neymar aura un vrai rôle dans un match comme ça parce que. Et Verratti aussi. Verratti aussi. On sait que c'est souvent lui qui arrive entre le milieu et l'attaque à se positionner, à créer des décalages, à faire un mouvement de corps et ensuite à alimenter l'attaque. Donc, il va falloir, nous, être malins, à réussir à se démarquer de leur pressing intense pour, tout en défendant efficacement. Et là, ça va être aussi je termine là-dessus. On les a vus, ils ne lâchent pas du début à la fin. C'est des morts de faim, les mecs. Et nous, dans l'impact physique, il va falloir être présent. C'est pour ça que j'y reviendrai, mais il va falloir mettre des joueurs adéquats à ce combat physique. Yacine, c'est vrai que Clément l'a résumé, il faudra mettre de l'impact, de l'intensité, du mouvement, parce que eux, l'Atalanta, c'est tout ce qui fait leur jeu, leur force, et ça bouge constamment. Donc si tu as une demi-seconde d'inattention ou un marquage un peu laxiste, ça peut faire un très très vite but. Ils ont des joueurs comme Ilicic, Papou Gomez qui se trouvent dans les petits espaces, que ça dédouble, c'est quand même des joueurs très intelligents. En fait, moi je pense qu'il y a 2 vraies clés. La première, c'est que les attaquants, en tout cas les 4 offensifs, s'il y en a 4,
ils vont pas pouvoir se cacher, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils défendent. Ils pourront raconter leur vie, et je parle de tout le monde. Parce que si tu ne reviens pas te placer, te positionner en bloc équipe, vu la position des 3 défenseurs, mais aussi la position des 2 latéraux, etc., tu vas vite être en infériorité numérique. Et cette infériorité numérique, elle va te peser à la récupération du ballon. Et la deuxième clé, en fait, c'est que, alors moi je serais un peu différent de Clément, c'est pas sur le 1 contre 1, mais pour moi, c'est la première passe du joueur qui récupère le ballon. Elle doit être tout de suite et très bonne. Et la deuxième passe qui doit être vers l'avant. Voilà. C'est aussi, si tu veux sortir de ce pressing, si tu commences à vouloir conserver le ballon pour reprendre de la conservation, te donner, t'es mort. C'est-à-dire qu'eux, ils ne reculeront pas. Voilà. Donc en fait, et justement, en faisant ces 2 premières très bonnes passes à la récup, c'est-à-dire que par exemple, tu vois, on prend l'exemple de Kimpembe souvent qui aime bien un peu garder le ballon. Quand il récupère, il faut qu'il donne tout de suite. Et la deuxième passe vers l'avant, là, effectivement, par contre, avec les joueurs que tu as, la vitesse que tu as et la qualité de passe que tu as, si tu passes sur ces 2 premières passes, ça peut très vite tourner par contre à la boucherie. Il ne faut pas croire qu'ils ne sont pas capables d'en prendre 3. Tu peux les mener 3-0 à la mi-temps. La Lazio, ils sont venus, ils ont fait 3 contre, ils ont mis 2 buts quand ils mènent 2-0 avant de perdre le match, mais ils menaient 2-0. Donc, je pense que, voilà. Et pour moi, au milieu, il y a une clé, elle s'appelle Paredes-Verratti. Voilà. Pour moi, la qualité de passe, elle passera par. Je pense pas qu'il faut des joueurs qui courent beaucoup, mais il faut des joueurs qui courent bien et qui soient capables de sortir ces ballons-là. Ça me fait penser, Yacine, avant de te lancer, Mousse, sur la question, au match retour, justement, leur 8e de finale contre Valence, où ils gagnent 4-1 à l'aller, donc chez eux, et 4-3 à Valence. Donc ils sont capables d'en prendre 3, mais ils sont capables d'en mettre 4 aussi. C'est ça leur force. Mais c'est vrai que Mousse, Yacine le rappelait, on a la chance au Paris Saint-Germain d'avoir des joueurs qui sont très rapides dans l'exécution du ballon, qui voient très vite les choses, et surtout, ils ont une qualité technique pour ressortir les ballons et lancer les attaquants qu'on a, des attaquants assez rapides. Donc c'est ce qui va faire aussi, ça va être une des clés du PSG, il va falloir jouer sur ces phases-là. Ouais, c'est une des clés, avec effectivement aussi, je suis d'accord avec Yacine et Clément, le fait de ressortir une fois qu'on est en phase défensive, quand on récupère le ballon, il ne faut pas faire d'erreur parce qu'ils sont pas aussi rapides ils n'ont pas des joueurs aussi rapides que les nôtres. Donc là-dessus, on a quand même clairement un gros avantage. Moi, encore une fois, ce qui m'impressionne chez cette équipe, c'est à la perte, à la perte de la balle, comment collectivement, en groupe, ils t'empêchent de relancer. Et on l'a vu contre la Juve. La Juve récupérait la balle en phase défensive, ils la perdaient aussitôt. Parce qu'ils étaient un peu en panique. Tu avais l'impression que les joueurs de Bergame, ils quadrillaient tout le terrain. À chaque fois qu'un Turinois il cherchait un partenaire, hop, tu as un Bergamiste, je ne sais pas comment on dit, un joueur de l'Atalanta, un Bergamasque, qui surgissait de nulle part pour lui piquer le ballon. Donc il va falloir être très fort. Et peut-être l'avantage qu'on a, c'est qu'il reste quand même pas mal de matchs à jouer pour Bergame. Donc il joue quasiment tous les 3 jours en Serie A. 6 matchs jusqu'au 2 voilà. Donc ça permet aussi à Thomas Tuchel, à son staff et aux joueurs d'observer cette équipe. Et on rappelle que Di Maria, tu l'as dit tout à l'heure, va être suspendu. Il y a 2 solutions en fait pour Thomas Tuchel. Soit tu le remplaces numériquement, tu gardes ton schéma, ta philosophie de jeu et tu le remplaces par Sarabia ou Draxler, même si je pense que ça sera Sarabia. Calme-toi Clément. Mais tu peux aussi, en fonction de ce que tu vois et des séances vidéo que tu vas faire et des séances d'entraînement que tu vas diriger, peut-être décider parce que tu crains pour ton équipe, de renforcer ton milieu. Et à ce moment-là, au lieu de faire un choix entre Verratti Gay, Verratti Paredes, Paredes Gay, tu peux mettre les 3 et faire rentrer Sarabia si tu es en difficulté et ne pas le faire rentrer du tout si tu arrives à marquer 1 ou 2 buts et puis que défensivement, tu peux gérer. Donc il y a quand même quelques options. Juste un élément, justement, dans les grands matchs, il faut savoir que souvent, Gasperini, il a souvent décidé d'enlever un des 2 attaquants et de faire jouer Papou Gomez plus haut. Et du coup, de rajouter un milieu de terrain. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on n'est pas à l'abri d'un milieu à 3 sur ce match-là avec la suspension de Di Maria. Bien sûr, bien sûr. Parce que réellement, dans cette configuration-là, tu vas avoir du monde à l'intérieur du jeu entre De Roon, Freuler et Papou Gomez entre les lignes. Mais ça peut être Pasalic qui peut être ajouté au milieu de terrain. Voilà, par exemple, ce 3e milieu. Si tu as les 3 là et que toi, tu n'es que 2. Ouais. Après, Yacine, ça, c'est dans l'optique de Tuchel, de ce qu'il va voir, mais il y a aussi la motivation des joueurs. Là, on dit qu'ils sont plutôt dans un bon état d'esprit. Ça se trouve, Mbappé, Neymar, Di Maria. Enfin, Di Maria, moi,
je le mets pas dedans parce que lui, il fait quand même les efforts. C'est Attention, plutôt il jouera Mbappé, pas. Neymar le problème en règle générale. Ouais. Voir Icardi, Icardi, c'est quand il veut. Quand il est de bonne humeur, il marque, bah, il fait les efforts. Et puis quand tu le boycottes un peu, bah, il marche, il est fâché, il fait pas d'efforts. Donc il C'est faut. ce que je voulais dire. Au match retour contre Dortmund, on a quand même Di Maria, Sarabia, Cavani devant. Et je peux te dire que c'est 3 mecs qui cavalaient, qui défendaient. Ouais, On a c'est défendu vrai. à 11. Là, on a Mbappé, Icardi, ça défend pas. Je suis désolé, mais ça défend pas. Alors, ouais. Neymar, ça peut défendre. Neymar, quand il veut, il fait les efforts. Parce qu'il Contre a Dortmund, il l'a fait. Ouais, Ouais, et puis au Barça, il le faisait souvent aussi quand il jouait sur le ouais. côté. Après, Clément, il est dans une Alors, configuration, tu sais, il y a pas de match retour. Ils savent qu'ils sont quand même à 2 matchs d'un truc de dingue, quoi, tu vois, d'une Ligue des Oui, Champions. voilà, non, ça, Donc je me dis, les mecs, ils peuvent mourir sur le terrain et après, si tu la gagnes, bah, tu joueras pas au mois de septembre, c'est pas grave, tu auras le temps de te reposer, tu vois. Donc moi, je pense qu'ils sont dans cet état d'esprit-là, je pense qu'ils vont tout donner malgré tout, tu vois. il faut se dire. alors la dernière question que je vais vous poser. Et par orgueil, je pense qu'ils n'ont pas envie de se faire éliminer par Bergame. Pardon Hugo, je te laisse. Non, non, vas-y. La dernière question que je veux poser avant la fin du podcast, c'est justement quelle équipe, je vous en parle un peu tout à l'heure, mais quelle équipe alignée face au 3-4-3 de Gasperini, qui peut se transformer en 3-5-2, etc. Donc c'est très modulable, évidemment, sa tactique. Clément, je commence par toi. T'en parlais Moi, tout à l'heure. Quel joueur, quelle équipe tu mettrais? moi, ça va être très simple. 4-4-2, on ne change pas le système parce que c'est pas le moment de changer le système. Et en plus, défensivement, le 4-4-2, il permet un certain équilibre qu'on gère moins en 4-3-3. Kerrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat. En milieu, je suis d'accord avec Yacine. Paredes, Verratti, ça me semble bien. Et devant, on ne change pas, on change juste Di Maria pour Sarabia. Évidemment, on ne met pas Draxler, c'est une connerie absolue. Et devant, on laisse Icardi, Mbappé, Neymar. Voilà. Classique, mais voilà. Le pauvre Draxler qui s'est fait enlever un but hier par Sarabia, qui a mieux défendu le gardien vrai, qui lui enlève de la main. Il a fait une choupeau. Il a fait une chose, exactement. Yacine, ton 11 face à l'Atalanta, alors, évidemment à plus d'un mois du match, mais voilà, enfin non, à un mois, on est 13, Ouais. non? Moins d'un mois. On est 13, Moins d'un mois. Bon, moi, je reste sur la compo de Clément. De toute façon, moi, depuis le début que je parle du 4-4-2 dans les podcasts, j'ai toujours dit que c'était la mentalité qui ferait la différence. Donc, c'est juste une question d'état d'esprit. Si les mecs, ils ont envie, ça passera parce qu'on est capable de défendre, on est capable d'attaquer, on est capable de faire plein de choses. S'il y en a un ou deux qui trichent, c'est pas, enfin, 4-4-2, 4-3-3, ce que tu veux, ça ne changera rien du tout. Mousse, ton 11. Écoute, moi, j'avais plutôt apprécié la paire Paredes-Gay. J'avais trouvé qu'ils avaient fait un bon match contre Dortmund. Mais pour moi, Verratti, il est indispensable. On le voit encore hier en deuxième mi-temps, ce qu'il est capable de faire en lançant les joueurs, les petits ballons en cloche. Le but de Sarabia, il est juste extraordinaire. Donc, d'ailleurs, hier, petite parenthèse, ça me fait rire parce que j'écoutais un peu l'after et je ne sais plus quel consultant a dit Ah putain, Tourelle, il a enfin compris que Verratti, parce que comme il ne l'a pas vu en première mi-temps, il était persuadé que ça serait l'équipe type. Pas du tout. Je pense qu'il a brouillé un peu les pistes et puis voilà. Mais eux, ils pensaient vraiment que ce qu'a fait Tuchel hier, c'était un signe et qu'on verrait, Gay Herrera, Paredes Herrera comme hier ou Paredes Gay. Et pour eux, c'est fini pour Verratti. C'est complètement débile. Donc oui, même si j'ai beaucoup aimé Paredes Gay, je trouve que Paredes Verratti c'est plus complémentaire et pour le reste, comme mes camarades, hein, je trouve qu'on peut pas mieux faire. Et Sarabia à la place de Di Maria, d'abord, ça représente l'avenir, Sarabia, à ce poste-là. Et il fait les efforts. C'est quelqu'un qui court. C'est quelqu'un très, très bon dans la surface aussi, qui marque des buts, qui fait jouer ses partenaires. Donc, ouais, pour moi, cette composition, elle est parfaite. S'il n'y a pas de blessés d'ici là, ça sera ma composition. Vas-y, Yacine. Un dernier truc sur Verratti, parce qu'on entend beaucoup. Ouais, mais c'est bon, il tient que 60 minutes. Alors, je vais juste dire un truc. Déjà, c'est souvent faux, mais c'est pas grave. Mais moi, je préfère un joueur qui fait 60 minutes comme lui, il est fait, que soi-disant un mec qui va courir 90 minutes, mais qui perd 3 ballons sur 4. Donc, à choisir, que Verratti fasse que 60 minutes au top. Et après, il y en a des joueurs qui rentreront, comme Gay, comme Herrera, comme qui vous voulez, et qui finiront le travail. Mais cet argument de dire « Ouais, mais c'est chiant, il tient que 60 minutes. » Mais franchement, c'est quoi, Yacine? C'est les gens qui répètent exactement. des consultants qui n'aiment pas Verratti. C'est de qui? Les anti-Verratti, quand tu les vois sûr. sur Twitter, tu as l'impression de lire. Tout le monde sait que je suis ami avec Daniel, il n'y a pas de problème, mais moi, je l'ai déjà dit à Daniel, Riolo, sur Verratti, je suis mais pas du tout d'accord avec lui, tu vois. Et quand tu vois les anti-Verratti, voilà, tu as compris que les mecs, ils répètent le discours de Daniel. Il n'y a pas que Daniel d'ailleurs, il y en a d'autres qui non, bien sûr. De toute façon, dans l'after en ce moment, il y a les mecs de l'été, ça répète que cette bêtise-là, mais c'est pas grave. Ceux d'hier, c'est exactement ce qu'ils disaient, je suis d'accord avec toi.
pour ça qu'il n'écoute pas. Et donc, non, mais vraiment, voilà, cet argument de dire, c'est comme si tu disais à un mec qui tient que 30 minutes. Écoute, moi, si j'ai un attaquant qui met 3 buts en 30 minutes, il tient que 30 minutes, et ben il va faire 30 minutes et je me débrouillerai après. Écoute, très belle conclusion, Yacine, pour conclure ce podcast, ce 43e numéro. Je voulais, avant de conclure ce podcast, qu'on adresse tout au nom de Paris United nos condoléances à Serge Aurier, qui est l'ancien défenseur parisien, qui joue aujourd'hui à Tottenham, qui a perdu son frère ce matin à Toulouse. Donc voilà, on voulait lui adresser toutes nos condoléances à Serge Aurier et à toute sa famille. Évidemment qu'on pense bien fort à eux dans cette triste nouvelle. Pareil, si je peux dire un truc là-dessus, malgré tout, même si sur Twitter et tout, franchement, la bêtise de certaines personnes, et notamment de certains médias, de ramener ça au fait qu'il ait un jour insulté son coach, qu'il ait couru au moment du... Mais vraiment, mais c'est même plus de la bêtise, j'ai pas de mots. Franchement, et qu'on aime le personnage ou pas, rien à foutre. Mais à un moment donné, tu peux pas dire autant de conneries. Tu sais, Yacine, je vais te rejoindre là-dessus. Et c'est comme si tu avais, par exemple, tu te rappelles quand Lloris s'était fait attraper complètement bourré dans les rues de Londres, etc. Imaginons que Lloris perde son frère dans les mêmes conditions. Voilà, et nous, on dit ça. Et que le média dit, voilà, Lloris, Lloris, dont on avait écrit qu'il avait conduit sous effet de l'alcool. C'est parfois vraiment... C'est scandaleux. Franchement, c'est incroyable. Mais vous avez raison, parce que ça n'a absolument aucun rapport, aucune liaison. Parce que c'est Serge Aurier, Hugo. C'est juste parce que c'est Serge Aurier. N'importe quel autre joueur qui a fait des conneries extrasportives, on n'aurait jamais ressorti son passé. Ouais. Donc les amis... Il y a notamment quand même un grand média français qui a parlé de ça dans son papier, et c'est juste inadmissible. C'est Europe 1 qui a sorti l'information, qui a sorti l'article après, donc voilà. Bon, en tout cas, c'était important de adresser nous. Qui l'ont rectifié apparemment, donc c'est plutôt bien, mais il aurait fallu quand même y penser avant. Ça aurait été mieux. La génération excuse, comme dirait Laurent. Par respect au moins pour Serge Aurier, franchement. En tout cas, on voulait lui adresser un message au nom de Paris United. Merci à vous de nous avoir écoutés. Encore une très belle heure de podcast avec vous. Je voulais vous remercier ceux qui m'ont accompagné aujourd'hui, Clément, Yacine, Mousse. Merci beaucoup pour vos interventions. Très enrichissant. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut à tous. Lundi, mardi ou jeudi prochain, on verra. Ça dépend un peu les dates. C'est en fonction de l'actualité, etc. En ce moment, c'est le lundi. On a fait beaucoup de jeudi, mais en ce moment, c'est le lundi. Donc on verra la semaine prochaine quand est-ce qu'on fera le débrief pour le prochain podcast. Salut à tous. Allez, ciao.